était crucial. Alors que l'Europe faisait face à une crise énergétique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des critiques ont accusé Berlin d'abandonner une source d'énergie propre essentielle. Pendant ce temps, les centrales à charbon émettaient du dioxyde de carbone, tandis que la France voisine, dépendante du nucléaire, alimentait les villes allemandes. Toute cette affaire a été davantage une question d'identité que d'énergie. Pendant des décennies, le mouvement anti-nucléaire allemand a fermé des centrales, bloqué des sites de stockage de déchets nucléaires et favorisé la montée du parti écologiste le plus puissant du monde. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi l'Allemagne s'oppose-t-elle autant à l'énergie nucléaire? 1000 tonnes de béton réduites en poussière en quelques secondes. 2 tours de refroidissement de la centrale nucléaire désaffectée de Gundrimingen en Bavière se sont effondrés samedi lors d'une démolition contrôlée. La centrale avait été un point de repère important dans la ville pendant près de 6 décennies, pourvoyeuse d'emplois et vitale pour l'économie locale. Toutefois, l'explosion des tours s'inscrit dans le cadre de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire par l'Allemagne. Les 2 réacteurs avaient été mis hors service en décembre 2021. Après la démolition de samedi, le démantèlement de la centrale se poursuivra et devrait s'achever en 2040. C'est d'atteindre 80% de la production d'ici 2030, un objectif ambitieux qui implique un développement très important des parcs éoliens et puis du photovoltaïque, alors que la mise en place des infrastructures dure trop longtemps. Différentes lois veulent accélérer le processus. Le nucléaire, c'était encore l'année dernière 6% de la production électrique allemande, donc c'était relativement peu de choses. Mais ceci dit, je l'évoquais tout à l'heure, l'année dernière, on a dû, en raison de la fin des livraisons de gaz russe, recourir de façon plus importante au charbon, et c'est le grand enjeu, réduire aussi vite que possible la production de charbon qui produit beaucoup de CO2. C'était un tiers de la production électrique en Allemagne l'an dernier, ce qui est beaucoup critiqué à l'étranger, à commencer par la France, qui a une politique énergétique radicalement différente. Dans l'ouest de l'Allemagne, on veut sortir du charbon si la promesse est tenue plus tôt que ce qui était prévu, c'est-à-dire en 2030 plutôt que 2038, et le recours au gaz est aussi quelque chose qui est important, et l'hydrogène, c'est aussi quelque chose que l'Allemagne veut développer de façon importante. J'étais hier avant-hier sur le site d'une des 3 centrales où la ville, depuis une dizaine d'années, a organisé une transition énergétique pour, à l'avenir, développer l'hydrogène vert avec plusieurs milliards d'investissements prévus. Dire l'Allemagne va se diriger vers le 100% renouvelable, c'est simplement injustifiable, absurde. Aucun expert ne pouvait cautionner une politique comme celle-là. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais réfléchir sur la raison qui pousse l'Allemagne à se saborder. L'Allemagne, dite la locomotive de l'Union européenne, a décidé de démolir son parc nucléaire. Merz, dernier chancelier, avait promis durant les élections, durant la campagne électorale, avait promis qu'il allait probablement réétudier la question. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, les dynamitages, les bétonnages continuent. Ça signifie, il y a quelques jours, ils ont dynamité, littéralement explosé une centrale nucléaire en Bavière, et d'autres, ben, on est en train de couvrir de béton pour empêcher leur utilisation. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit comme ça, on se dit que aujourd'hui, l'Allemagne est un pays qui est en crise profonde, il n'a pas accès à l'énergie. Il faut savoir que dans l'Allemagne, il y a des endroits où tu peux avoir -10, -12 en plein hiver, donc les gens ont besoin d'énergie. C'est un pays très industrialisé qui a aussi besoin d'énergie. Et puis, on est en train de se dire quelque part, en non lieu que viendra à un moment donné une situation de crise énergétique tellement aiguë que les Allemands voudront rallumer les centrales nucléaires. Qu'ils voudront, en fait, c'est même pas qu'ils voudront, ça sera leur seul espoir, ça sera leur seule possibilité de sauver leur peau. Imaginez la scène. On est un samedi d'octobre en Bavière. Soudain, 3 explosions retentissent. Et là, en à peine 45 secondes, 2 immenses tours de 160 mètres de haut s'effondrent dans un nuage de poussière absolument gigantesque. Non, ce n'est pas un accident. C'est l'aboutissement, à la fois spectaculaire et très controversé, d'une décision politique qui a littéralement divisé l'Allemagne pendant des décennies. Cette phrase, prononcée par un observateur politique présent ce jour-là, résume tout. Le choc. Pour beaucoup, ce n'était pas juste un démantèlement, c'était un acte d'auto-sabotage industriel.
La fin d'une époque, tout simplement réduite en poussière sous les yeux de près de 30 000 spectateurs. C'est le poids du béton qui vient de s'effondrer. 56 000 tonnes, une masse colossale, un véritable symbole de la puissance de l'ingénierie allemande qui a été anéantie en moins d'1 minute. Ça donne une idée de l'échelle physique de la décision de l'Allemagne de tourner le dos à l'atome. Bon, regardons ça de plus près. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de béton et d'explosifs. C'est le point final, le grand spectacle de la politique de sortie du nucléaire, ce qu'on appelle en Allemagne l'Atomausstieg. Ce qui est vraiment fou ici, c'est que ce n'était pas du tout une opération secrète, bien au contraire. C'était un spectacle public. Pensez-y, environ 600 kilos d'explosifs, 1800 trous de forage et une foule immense venue assister à la disparition d'un monument qui dominait le paysage depuis près de 50 ans. Un véritable événement médiatique pensé pour symboliser un choix politique majeur. Alors la question c'est, comment en est-on arrivé là ? Eh bien, cette démolition, c'est le point culminant d'un parcours politique incroyablement sinueux, fait d'allers-retours et de revirements assez spectaculaires. Cette chronologie, elle montre bien l'hésitation politique. C'est un véritable yo-yo. D'abord, on décide de sortir, puis on change d'avis, on prolonge. Et finalement, un désastre à l'autre bout du monde, Fukushima, provoque un changement de cap radical et cette fois définitif. En 2023, c'est terminé. L'Allemagne devient la première grande puissance industrielle à abandonner l'atome. Pour vraiment comprendre cette décision, il faut aller au-delà de la politique pure et dure. Il faut plonger un peu dans l'inconscient collectif allemand. La sortie du nucléaire, ce n'est pas qu'une affaire d'énergie. C'est aussi une question culturelle, liée à une peur profonde et historique. Le scepticisme allemand ne date pas de Fukushima, loin de là. Il s'est construit petit à petit sur des décennies. De l'incendie de Windscale au Royaume-Uni dans les années 50, jusqu'aux manifestations monstres contre le stockage des déchets à Gorleben, chaque événement a renforcé le mouvement antinucléaire. Mais le véritable traumatisme, le point de bascule, c'est Tchernobyl. Ce détail, il fait froid dans le dos. La menace radioactive est devenue intime, personnelle. Elle n'était plus abstraite, dans une centrale lointaine, mais potentiellement là, dans le jardin où jouaient les enfants. Cette peur viscérale a durablement façonné l'opinion publique et a rendu à terme la sortie du nucléaire politiquement inévitable. Mais attendez, et si la peur n'était pas la seule raison ? Une lecture un peu plus critique suggère que derrière cette sortie du nucléaire se cachent peut-être des logiques économiques et idéologiques bien plus complexes qu'on ne le pense. En fait, une autre perspective suggère que cet événement n'est pas du tout une anomalie du capitalisme. Au contraire, ce serait une manifestation de sa logique la plus profonde. Allons voir pourquoi. Pour comprendre cet argument, il faut définir un concept clé, les forces de production. En gros, c'est tout ce qui nous permet de créer de la richesse. Les usines, les machines, les infrastructures et bien sûr, dans notre cas, une centrale électrique. Marx l'écrivait déjà au XIXe siècle. Le système capitaliste, pour surmonter ses propres crises, est parfois obligé de détruire non seulement les produits, mais aussi les outils qui servent à les fabriquer. Et une centrale nucléaire, c'est un outil de production absolument massif. La citation prend tout son sens, n'est-ce pas ? Alors voilà le point crucial. D'un côté, le nucléaire produit de l'électricité de manière super stable et prévisible. C'est un cauchemar pour la spéculation financière. Difficile de créer une crise artificielle ou de faire flamber les prix. De l'autre côté, les énergies intermittentes, comme l'éolien et le solaire, ou le gaz, créent un marché volatile, imprévisible. Selon cette analyse, détruire la stabilité du nucléaire ouvre un boulevard à un capitalisme vert qui en fait adore les crises énergétiques et la fluctuation des prix. D'accord. La théorie, c'est une chose. Mais en pratique, quelles sont les conséquences concrètes de cette décision ? Loin d'être une solution miracle, la sortie du nucléaire a plongé l'Allemagne dans une situation pleine de contradictions. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Le paradoxe, il est là, noir sur blanc. En 2018, avant même la fermeture des tout derniers réacteurs, presque la moitié de l'électricité allemande venait encore des combustibles fossiles, principalement le charbon. C'est un comble. En fermant le nucléaire, qui est une source d'énergie bas carbone, l'Allemagne a dû, au moins dans un premier temps, augmenter sa dépendance au charbon, l'énergie la plus polluante qui soit. Et l'histoire ne s'arrête pas avec la démolition. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Appuyer sur le bouton arrêt n'est que le tout début d'un processus titanesque. Le démantèlement complet d'une centrale prend des décennies et implique la gestion de déchets dangereux pour des millénaires. 2060, c'est la date à laquelle le démantèlement de la centrale de Greifswald devrait enfin être terminé, sachant que cette centrale a été arrêtée en 1990. Faites le calcul, ça veut dire plus de 70 ans de travaux. La sortie du nucléaire n'est pas un événement ponctuel. C'est un engagement qui s'étale sur plusieurs générations. Finalement, la destruction des tours de Gundremmingen symbolise toute la complexité de la transition énergétique. Est-ce que c'était le prix à payer pour apaiser une peur historique et construire un nouveau modèle énergétique ? Ou est-ce le résultat d'une politique qui, en voulant résoudre un problème, en a peut-être créé de nouveaux, encore plus grands ? La question reste totalement ouverte. Bonjour,
Alors, ce week-end, il y a eu cette image assez forte en Allemagne. Ah oui, tout à fait. 2 tours immenses, 160 mètres de haut, de la centrale nucléaire de Gundremmingen, en Bavière, réduite en poussière. En moins d'1 minute, c'est ça. 56 000 tonnes de béton qui s'effondrent. C'est un symbole spectaculaire, oui. Absolument. Et au-delà de l'image, on sent que c'est une étape très, très concrète Alors, sortie du nucléaire, l'atome Ausstieg. Exactement. Une politique qui a des racines anciennes et dont les conséquences, elles sont toujours très débattues. Les documents qu'on a là le montrent bien. C'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui. On a sous les yeux des articles de presse sur la démolition elle-même, c'est vrai, Oui. et qui des éléments de contexte historique sur le nucléaire allemand, de sources assez variées, Wikipédia, France 24, la RTBF, VRZ. Et même une analyse plus spécifique, on peut dire, sous un angle marxiste, qui vient des travaux d'Aldostérone. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer un peu cet événement. Pourquoi cette démolition, maintenant? Comment on en est arrivé là, historiquement, avec cette sortie du nucléaire? Et surtout, quelle est la situation énergétique aujourd'hui en Allemagne, avec toutes les tensions, les interprétations différentes que ça génère. Commençons par l'événement lui-même, si vous voulez bien. Samedi dernier, Gundremmingen. Bon, l'image finale est marquante, mais techniquement, c'était une opération assez précise, j'imagine. Ah oui, très précis. Une démolition contrôlée par explosif, 600 kilos quand même répartis dans 1800 trous de forage. Ah oui, quand même. Et un détail intéressant, il y a eu une première petite détonation juste avant. Ah bon? Pourquoi? Pour effrayer la faune apparemment, pour éviter qu'elle ne soit surprise par les grosses explosions. Puis une explosion pour chaque tour. D'accord. Et le tout plié en 45 secondes. Sous la pluie en plus. Et ce qui est frappant aussi, c'est le monde qu'il y avait. Malgré le mauvais temps, la zone sécurisée, les sources parlent de 30 000 personnes C'est énorme. vraiment venues assister à ça. Ça dit quelque chose, non? Sur l'importance du site pour les gens du coin. Ah, c'est indéniable. Pendant presque 60 ans, cette centrale, c'était un repère dans le paysage, bien sûr, mais aussi un moteur économique local très important. Oui. Alors sa fermeture, même si c'est une décision politique nationale, ça a été un choc localement. D'où ses points de vue aménagés, ses retransmissions dans les bars. Une sorte d'événement social, presque. Un peu, oui. Il y avait pas mal de policiers d'ailleurs, quelques petits rassemblements pro-nucléaires, mais apparemment sans incident. Et tout ce béton, ces milliers de tonnes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, l'exploitant, RWE, dit que tout ça va être concassé puis recyclé en gravier. Il paraît que c'est très demandé pour la construction. D'accord, une valorisation. C'est ça. Mais c'est juste une étape, Une étape très visible du démantèlement complet de la centrale. Et ça, c'est un chantier colossal, qui doit durer jusqu'en 2040. 2040, c'est loin. Oui, et RWE insiste d'ailleurs sur le fait qu'ils ont une obligation légale de démanteler rapidement. Enfin, rapidement à l'échelle d'un tel projet. Il faut rappeler aussi que Gundremmingen, c'était pas n'importe quelle centrale, c'était un des plus gros sites allemands, non? Absolument. Le bloc C, celui qui a été arrêté fin 2021. Il fournissait à lui seul, tenez-vous bien, presque un quart de l'électricité de toute la Bavière. Un quart? C'est considérable. Oui, environ 20 milliards de kilowattheures par an. Et ces tours qu'on a vu tomber, elles avaient été construites à la fin des années 60. Elles avaient aussi une fonction écologique d'ailleurs. Ah oui? Laquelle? Éviter de trop réchauffer le Danube avec les rejets d'eau chaude de la centrale. Donc leur disparition, c'est vraiment la fin d'une heure industrielle majeure pour la région. C'est vrai que l'image de ces tours qui s'effondrent est puissante. Mais elle symbolise la fin d'un processus qui, lui, est très long. Pour comprendre comment l'Allemagne, qui était quand même pionnière dans le nucléaire civil dans les années 60, Oui, tout à fait. comment elle en est arrivée là, il faut regarder l'histoire, et on sent poindre une méfiance assez ancienne d'après les sources. C'est un point clé effectivement qui ressort bien. Cette méfiance envers le nucléaire en Allemagne, elle n'est pas juste technique. Elle est liée profondément à une histoire un peu particulière, une certaine défiance envers l'autorité centrale, un sentiment de manque de transparence, et des incidents à l'étranger, comme l'incendie de Windscale au Royaume-Uni en 1957, dont on a appris bien plus tard la gravité réelle. Ça semait les premiers doutes. Et puis il y a eu ce mouvement antinucléaire très fort qui a émergé dans les années 60. On cite souvent Ville, en 1975. Oui, Ville, c'est fondateur. L'occupation du site par des citoyens, des agriculteurs locaux, les images très dures de l'évacuation par la police, et au final, le projet a été abandonné. Ça a montré que la mobilisation citoyenne pouvait payer. Une victoire symbolique. Énorme. Et ce mouvement, il a été, galvanisé ensuite par les accidents. 3 Mile Island aux États-Unis en 79, et surtout, bien sûr,
Tchernobyl en 86. Alors là, Tchernobyl, on touche à quelque chose d'essentiel pour l'Allemagne. L'impact a été direct, très concret. Ah oui, psychologiquement et physiquement. Les retombées radioactives ont touché directement le pays. Contamination des sols, des aliments, ça a créé une peur vraiment durable. On parle du lait, des champignons. C'est ça. Les champignons sauvages en Bavière, par exemple, on y trouve encore aujourd'hui des traces, même si elles sont faibles. Mais ça a marqué les esprits de façon indélébile. Les fameuses boîtes de la mort pour désinfecter les bacs à sable des enfants. Terrible. Et cette peur, elle s'est cristallisée aussi sur la question des déchets nucléaires. Les transports Castor, vous savez, ces convois de déchets hautement radioactifs. Oui, les images des manifestations sont souvent impressionnantes. Exactement. C'est devenu des points de friction majeurs. Des manifs énormes, parfois violentes, surtout autour du site envisagé pour le stockage à Gorleben. Et puis, il y avait cette méfiance générale alimentée par des affaires comme celle de Klaus Straub dans les années 70. Qui était-ce? Un responsable du nucléaire devenu critique qui a été mis sous surveillance illégale. Ça a renforcé cette idée d'une collusion entre l'État et l'industrie, d'un manque de transparence. Et toute cette contestation populaire, citoyenne, elle a fini par trouver un débouché politique. Oui, très clairement, avec la montée en puissance des Verts, Die Grünen. Créé en 1980. C'est ça. Et ils entrent au Bundestag, le Parlement fédéral dès 1983. Leur arrivée au gouvernement, en coalition avec les sociodémocrates du SPD en 98, ça a été décisif. C'est là qu'est votée la première loi de sortie programmée du nucléaire en 2002. Qui limitait la durée de vie des réacteurs existants. Oui, à 32 ans en moyenne, et interdisait toute nouvelle construction. C'est ce qui a mené aux fermetures de Stade en 2003 et au Bregheim en 2005. Mais l'histoire n'est pas si simple, parce qu'il y a eu un revirement ensuite. Angela Merkel, la chancelière de la CDU. Oui, elle fait machine arrière en 2010, elle décide de prolonger la durée de vie des centrales de 12 à 14 ans, pour des raisons économiques, disait-on à l'époque. Jusqu'à Fukushima, mars 2011. Le choc mondial. Et là, c'est le tournant radical, spectaculaire même. Merkel, qui est physicienne de formation, rappelons-le, Oui, c'est important. complètement de cap, presque du jour au lendemain. Moratoire immédiat sur les réacteurs les plus anciens, 8 sont arrêtés dès 2011. 8 d'un coup. Et dans la foulée, une nouvelle loi est votée qui fixe cette fois la sortie définitive, irrévocable, pour la fin 2022. Et là, le soutien public était massif. Plus de 80% d'après les sources de l'époque. Incroyable revirement. Et le calendrier a été tenu ensuite? Globalement, oui. Arrêt progressif, Philipsburg 2 fin 2019, puis Brockdorf, Grunde et Gunremingen C fin 2021. Et les 3 toutes dernières centrales, Emsland, Isar 2, Neckar-Westham 2, ont été débranchées le 15 avril 2023. Donc depuis avril 2023, l'Allemagne ne produit plus d'électricité nucléaire. C'est acté. Mais comme on disait, fermer une centrale, ce n'est que le début d'une autre histoire. Exactement. Le démantèlement. Et là, on mesure vraiment l'ampleur du défi. Techniquement, financièrement. C'est un processus incroyablement long, complexe et coûteux. On a un exemple concret de ça? Oui, celui de Greifswald est souvent cité. C'est une ancienne centrale de l'ex-RDA arrêtée juste après la réunification en 1990. Eh bien, son démantèlement complet pourrait durer jusqu'en 2060. 70 ans après l'arrêt? C'est vertigineux. Oui, c'est énorme. Il faut comprendre que ces installations, surtout les plus anciennes, n'ont pas du tout été conçues en pensant à leur démantèlement futur. Ah oui, d'accord. À Greifswald, on parle de près de 2 millions de tonnes de matériaux à gérer. Il faut trier, décontaminer ce qui peut l'être, stocker le reste. Ça implique de construire de nouvelles installations de stockage sur place. C'est un héritage industriel très lourd. Et très cher, j'imagine. 80% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité d'ici 2030. 80% en 2030, c'est demain. Où en sont-ils? Ils ont déjà bien progressé, il faut le reconnaître. Ils ont dépassé les 50% d'électricité d'origine renouvelable en 2023. C'est considérable. Et ça a été porté, au début, surtout par une vraie dynamique citoyenne. Beaucoup de coopératives locales, de particuliers qui ont investi dans le solaire, l'éolien. Une mobilisation assez exemplaire au départ, mais les sources qu'on a consultées soulignent aussi, et de plus en plus, les difficultés, les freins. Le fameux paradoxe allemand, en quelque sorte. Exactement. Un leader des renouvelables, mais qui se heurte à des défis majeurs. Lesquels, par exemple? Il y en a plusieurs. D'abord, le coût. Les prix de l'électricité pour les ménages allemands sont parmi les plus élevés d'Europe. Ça pèse sur le pouvoir d'achat. Oui. Ensuite, il y a les infrastructures.
le réseau électrique, pour transporter l'électricité produite par les éoliennes, souvent au nord. Vers le sud industriel. Voilà. Il faut des lignes à haute tension. Et leur construction prend beaucoup de retard. C'est un vrai goulot d'étranglement. Et puis il y a l'acceptabilité locale, non? On entend de plus en plus parler de résistance. Oui, c'est un vrai problème. La résistance aux nouvelles éoliennes grandit. Pour des raisons de paysage, de bruit, d'impact sur la faune, ou même sur la valeur immobilière. Il y a eu cette règle très controversée en Bavière, la règle 10H, qui impose une distance minimale très importante entre une éolienne et les habitations. Ça a mis un coup de frein énorme aux nouvelles installations là-bas. Et au-delà de ces aspects, il y a le défi technique de base des renouvelables, l'intermittence. Bah oui, le soleil ne brille pas la nuit et le vent ne souffle pas toujours quand on en a besoin. Même avec un parc immense, le solaire a un facteur de charge limité, disons 20-30% de sa capacité théorique en moyenne. Ce qui explique pourquoi, malgré cet effort sur les renouvelables, l'Allemagne reste encore très dépendante des énergies fossiles. Et la situation s'est encore compliquée, bien sûr, avec la crise énergétique après l'invasion de l'Ukraine. La coupure du gaz russe, surtout. Exactement. Ça a obligé l'Allemagne à recourir massivement au charbon pour compenser. Surtout le lignite, qui est extrait localement, mais qui est très très polluant. En 2022, le charbon a fourni jusqu'à un tiers de l'électricité allemande. Un tiers! Avec l'impact carbone que ça implique. Évidemment. L'intensité carbone de l'électricité allemande reste du coup assez élevée, bien plus qu'en France par exemple, même si l'objectif officiel c'est toujours de sortir du charbon d'ici 2030, au moins dans l'ouest du pays. Toute cette situation, très complexe, elle alimente forcément le débat politique, j'imagine. Ah oui, plus que jamais. Et la démolition de Gundremmingen, ce symbole fort, est récupérée par l'opposition. La CDU de CSU, l'AfD, ils présentent ça comme le symbole d'une politique énergétique ratée. Qui nuirait à l'industrie, à la sécurité d'approvisionnement? C'est ça, l'argumentaire. D'autant plus que la crise énergétique récente semble avoir un peu fait bouger les lignes dans l'opinion publique. Ah ouais? Dans quel sens? Une des sources qu'on a vues, Verset, cite un sondage assez récent. Il indiquerait qu'une majorité d'Allemands, 67%, serait maintenant plutôt favorable au maintien du nucléaire. Ah oui, quand même, hein. Oui, pour des raisons climatiques notamment. Donc on voit que le débat est loin d'être clos. Même si, concrètement, un retour en arrière semble politiquement très difficile et techniquement aussi, vu les démantèlements qui sont déjà bien engagés. C'est un paysage très contrasté, en fait, et pour ajouter une couche de complexité, il y a des interprétations qui sortent un peu du cadre habituel politique ou technologique. Oui, c'est le cas de l'analyse proposée par Aldosterone sous un angle marxiste. C'est intéressant d'en parler, je pense, pour montrer l'éventail des lectures possibles. Tout à fait. Mais il faut bien préciser, évidemment, que c'est une perspective spécifique tirée de cette source-là. Ce n'est pas notre analyse propre. Bien sûr, c'est important de le souligner. Alors, cette lecture alternative, elle dit quoi au juste? En gros, l'idée, c'est d'appliquer une grille d'analyse assez classique, marxiste, quoi. Le capitalisme qui avance par crises successives. D'accord. Et donc, dans cette optique, la sortie du nucléaire, la démolition des centrales, ce serait pas juste politique ou lié à l'opinion. Ah, ce serait quoi alors? Ce serait une stratégie délibérée de la classe dominante, enfin ceux qui possèdent des moyens de production, Oui. pour créer une sorte de crise énergétique ou au moins une tension sur l'offre d'électricité, voire une pénurie organisée. Une tension volontaire. Dans quel but? Eh bien, tout en écartant la solution nucléaire. Pourquoi? Parce que le nucléaire, justement, ça offre une énergie qui est stable, pilotable et relativement bon marché. Et ça, ce ne serait pas intéressant? Pas pour un certain type de capitalisme, disons le capitalisme financier. Lui, il préférerait la volatilité, la rareté, parce que c'est là-dessus qu'on peut spéculer et maximiser les profits. L'analyse compare ça au bétonnage de puits de gaz au Royaume-Uni, par exemple. D'accord, donc détruire l'outil nucléaire. Ça permettrait d'imposer plus facilement la transition vers ce qu'on appelle le capitalisme vert. Un modèle basé sur les renouvelables, qui sont d'intermittents par nature, Oui. mais aussi sur les marchés carbone, sur des subventions publiques massives, sur de nouvelles régulations complexes. Tout ça, ça ouvre de nouveaux champs de profit, de contrôle pour le capital financier. Même si c'est plus cher pour le consommateur final. C'est l'idée, oui. L'analyse cite l'exemple du mécanisme européen de fixation du prix de l'électricité, qui est indexé sur le prix du gaz, même quand l'électricité est produite autrement. Ça crée une volatilité et des prix élevés qui sont vus comme artificiels, mais profitables pour certains acteurs. Et le discours écologique et la lutte contre le changement climatique, dans cette analyse, comment c'est interprété? Comme un nouveau narratif idéologique, une sorte d'opium du peuple moderne, si on veut reprendre l'expression. Ça servirait à légitimer cette transformation économique profonde.
Et l'État dans tout ça? L'État jouerait son rôle classique dans cette vision, celui de facilitateur pour la classe dominante. Il lève des taxes, puis il les redistribue sous forme de subventions aux entreprises, aux forces de l'argent qui investissent dans cette nouvelle économie verte. C'est une vision assez radicale. L'idée sous-jacente, c'est que le capitalisme européen, qui perdrait du terrain industriellement face à l'Asie par exemple, Oui, chercherait à se réinventer, non plus par la production de biens, mais plutôt par la gestion de flux financiers, de normes, de marchés régulés liés à cette transition verte. c'est exactement ça. Une réinvention par le contrôle, la réglementation, la subvention, plutôt que par la production pure. Et la démolition de Gundramingen, dans cette logique, elle s'inscrit parfaitement. On rase l'ancien modèle. Pour faire place nette au nouveau modèle d'accumulation, jugé plus profitable pour la classe dominante. Voilà, en substance, les grandes lignes de cette interprétation économique et sociale. Ça offre un éclairage vraiment différent des lectures plus classiques centrées sur l'histoire politique, l'opinion publique ou les choix technologiques allemands. D'accord, c'est noté. Alors, si on essaye de rassembler un peu les fils de tout ça, la démolition de Gundramingen, c'est clair, c'est bien plus qu'une simple démolition d'usine. C'est le point d'orgue très visuel d'une trajectoire allemande assez unique. Une trajectoire façonnée par cette longue histoire de contestation antinucléaire, on l'a vu, une contestation très forte, et puis scellée, accélérée de façon décisive par le choc de Fukushima. Une trajectoire qui a mené l'Allemagne à faire un pari audacieux sur les énergies renouvelables. Un pari dont on voit aujourd'hui que la mise en œuvre est compliquée. Oui, elle se heurte à des obstacles bien réels, les coûts, le manque d'infrastructures, les problèmes d'acceptabilité locale, l'intermittence intrinsèque. Et puis, cette dépendance aux énergies fossiles qui reste tenace, surtout dans le contexte géopolitique actuel, évidemment. Et ce qui ressort bien des différentes sources, c'est la pluralité des regards sur cette situation. Pour certains, c'est un choix pragmatique, une transition nécessaire vers un avenir plus durable. Pour d'autres, c'est avant tout une décision idéologique, très ancrée dans la culture politique allemande, dans cette méfiance historique envers le nucléaire. Et puis, il y a cette lecture économique alternative qu'on vient d'évoquer, qui voit une reconfiguration profonde du capitalisme au service de certains intérêts. Exactement. Et pour l'auditeur ou l'auditrice qui nous écoute et qui cherche à comprendre ces grands enjeux énergétiques, je crois que ce cas allemand est vraiment riche d'enseignements. Oui, c'est un cas d'école presque. Il illustre parfaitement comment s'entremêlent l'histoire, la politique, l'économie, la technologie, l'opinion publique. Tous ces facteurs qui pèsent dans les grands choix énergétiques d'un pays. Et ça met en lumière les compromis, souvent très difficiles, qu'il faut faire entre la sécurité d'approvisionnement, les objectifs climatiques, les coûts pour la société, l'acceptabilité sociale. Tout à fait. Ça donne des clés de lecture, je pense, pour analyser des enjeux similaires ailleurs dans le monde. Absolument. Alors pour terminer, peut-être une dernière question, une réflexion à laisser mûrir. On a beaucoup parlé du défi colossal du démantèlement. Oui, ces décennies de travail, ces milliards d'euros, ces millions de tonnes de matériaux à gérer, comme on l'a vu à Greifswald. Face à cette réalité-là, et en voyant que la transition énergétique, pour l'instant, repose encore beaucoup sur les énergies fossiles pour garantir la stabilité du réseau, la question qui se pose de façon assez aiguë, n'est-ce pas celle du tempo, du rythme choisi? Et peut-être aussi du caractère irréversible de ces décisions de fermeture et de démolition, au-delà même des opinions de chacun sur le nucléaire, qu'on soit pour ou contre. Qu'est-ce que cette précipitation apparente, ou en tout cas ce choix très rapide du non-retour, qu'est-ce que ça nous dit sur notre capacité collective, en tant que société, à planifier, à piloter des transitions technologiques aussi lourdes? Des transitions qui engagent plusieurs générations dans un monde rempli d'incertitudes économiques, géopolitiques, climatiques. C'est une interrogation qui dépasse largement le seul cas de l'Allemagne, effectivement. Voilà, je crois, de quoi nourrir la réflexion. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.